Vous qui dites que l'essentiel c'est de prévoir, est-ce que vous vous dites, comme le magazine l'Obs, qu'on est peut-être en train d'observer le début d'une troisième guerre mondiale? Sans vouloir toujours ramener à ce qu'on a écrit soi-même, mais j'ai écrit ça il y a très longtemps, dans un livre qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir et qui a motivé l'expédition dont vous avez parlé tout à l'heure. J'ai dit qu'une troisième guerre mondiale était en train de germer. Mais vous la prévoyez pour 2035 dans votre ouvrage, si j'ai bien lu. Vous disiez que, effectivement, on allait vers une troisième guerre mondiale, mais en 2035. Est-ce que c'est pas plus tôt que ça, c'est-à-dire maintenant? Maintenant, on n'en est pas là. Maintenant, il est évident que nous avons quelques risques. Nous avons des risques parce que les armées russes et les armées américaines peuvent se croiser, soit dans les pays baltes, soit en Syrie, parce que l'armée chinoise et l'armée américaines peuvent se croiser sur la mer de Chine et qu'il y a des risques d'escalade, un peu comme dans la crise de Sarajevo qui a déclenché la Première Guerre mondiale par engrenage d'alliances. Donc les risques sont là. Mais le risque que ça s'embrase. Les risques de jeux de domino existent. Plus largement, il y a un très grand nombre de conflits locaux. Chaque semaine, on en oublie les précédents. On ne parle plus des migrants qui sont toujours aussi nombreux et encore plus nombreux à attendre pour venir. On ne parle plus de tous les conflits qui existent en Afrique, de d'autres qui sont en train de surgir un peu partout. On ne parle pas de l'immensité des désordres qui sont dans le monde. Donc je ne crois pas qu'on soit au bord de la guerre mondiale. Je crois qu'on est au bord de quelques risques par maladresse ou par provocation qui peuvent se produire. Y compris maladresse de nous, Européens, ou de nous, Français? Les maladresses peuvent venir de ceux qui voudraient voir un affrontement avec les Russes, c'est-à-dire essentiellement les pays baltes, les Polonais et quelques va-t-en-guerre américains dans le cœur de l'OTAN. Et ils peuvent venir de ceux qui, entre la Chine et le Japon, peuvent vouloir entraîner les autres dans la guerre pour défendre quelques intérêts locaux. Ça, je n'exclus pas ça. Les Français, non, ne sont pas des va-t-en-guerre et ne sont pas en situation, je trouve que la politique est très sagement menée de ce point de vue, d'être l'étincelle qui amènerait la guerre. Est-ce que vous êtes inquiet? Bien sûr, je suis convaincu que le mal monte, la violence monte, que nous pouvons apprendre à chaque instant des attentats absolument gigantesques, que les moyens de faire le mal n'ont jamais été aussi grands sur la planète. Maintenant, en même temps, il y a oui, en même temps, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Toute la question est de savoir si on va être capable de mettre en place un état de droit planétaire. Moi, je dis jusqu'à un gouvernement mondial. Parlons au moins d'un état de droit, un état de droit qui empêcherait la guerre. Alors, on voit un état de droit qui est en train d'apparaître. La décision portée par l'OCDE de mettre en place un contrôle fiscal mondial est une énorme décision qui est vraiment un début d'état de droit. C'est pas dans le domaine militaire, mais c'est dans le domaine économique et c'est très, 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 très important. La décision de la Cour européenne de justice la semaine dernière pour empêcher les gestionnaires de données américaines de s'approprier les données européennes est une très bonne décision aussi qui montre la naissance d'un état de droit. Il y a des nouveaux outils quand même de gestion mondiale. De gestion mondiale qui peuvent créer les conditions de l'empêcher. Et la COP 21, évidemment, va être un moment important de rendez-vous sur un autre sujet. Donc on a une course entre le bien qui monte, l'état de droit international, et le mal qui monte, et le mal monte beaucoup plus vite que le bien, et le mal peut le détruire. Donc cette course, nous en sommes les acteurs. Quand on vous entend, on a quand même un peu l'impression du coup de cette dialectique, pourtant considérée comme en France comme très simpliste, un peu d'un George W. Bush qui disait qu'il y a le bien et le mal, mais malgré tout, vous estimez que c'est quand même ces deux pôles-là encore. Oui, il y a cette dialectique. La grille de lecture doit rester celle-là. Ce que j'appelle le bien et le mal, c'est pas ce qu'il appelait le bien et le mal. Pour lui, le bien c'était la société américaine, le mal c'était les autres. Pour moi, le bien c'est un état de droit planétaire qui n'est pas l'affirmation de la souveraineté américaine, mais la souveraineté d'un état de droit démocratiquement décidé par tous. Et le mal, c'est le chaos, le désordre dans lequel les Américains sont souvent partie prenante.